Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler continuer à faire des meetings et Goebbels a organisé des excursions dans les salles de cinéma et nous allons reprendre là. Donc petite parenthèse sur la vidéo précédente, je vous ai parlé du film À l'Ouest, rien de nouveau. Donc pour vous dire que l'expression À l'Ouest, rien de nouveau est une expression connue en Allemagne. Cela vient de la guerre de 1870-71 entre l'Allemagne et la France, où un général allemand, lorsqu'on lui demandait un rapport, il a dit « à Paris, rien de nouveau ». Donc cela a fuité dans la presse et les gens ont aimé cette façon dont le général a répondu. On s'imagine qu'un rapport militaire doit être un peu plus détaillé, donc cette brève information a amusé les gens. Donc c'est une expression qui est restée en Allemagne. À Paris, rien de nouveau. Donc c'est une expression que les gens ont réutilisée. Quand on demande à quelqu'un comment ça va, il peut répondre à Paris, rien de nouveau, pour dire en gros qu'il n'y a rien de neuf dans sa vie. Et le film a repris cette expression, mais là en disant à l'Ouest, rien de nouveau. Donc voilà pour la petite information sur l'expression à l'Ouest, rien de nouveau. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, je les encourage. Donc il y a la version 1930 qui est pour un film des années 30 super bien fait. Bon, après les scènes de combat et les dialogues entre les personnages restent des années 30, mais pour l'époque je trouve que c'est super bien fait. Sinon, vous avez la version de 1979 avec l'acteur Richard Thomas qui est là un peu plus moderne en couleur et qui se regarde bien. Donc c'est la même histoire. J'ai vu les deux versions, 1930 et 1979, et l'histoire est quasiment identique. Donc après, petite parenthèse pour continuer dans les films et les séries de guerre, il y a une série sur la Première Guerre mondiale qui existe en Allemagne, mais qui n'a pas été traduite en France, malheureusement, et qui fait carton en Allemagne. Pour ceux qui aiment plus la Seconde Guerre mondiale, il y a la série Génération Wars qui explique l'histoire de jeunes pris dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale vue du côté allemand. Ensuite, il y a aussi la série Das Boot de 2018 qui est sur 2 saisons. Donc là, c'est l'histoire d'un équipage de sous-marins allemands et qui est pas mal. Bon, l'histoire est un peu tirée par les cheveux, il y a du vrai et du faux dedans, mais cela fait montrer un peu l'ambiance des sous-mariniers lors de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, si je peux faire un peu de pub pour une chaîne YouTube, ça s'appelle Paralight Works. Donc avec un petit budget, ils font une série sur la Seconde Guerre mondiale, pareil du point de vue allemand. Donc c'est des Allemands qui font la série. Il y a des vidéos sous-titrées en français, comme par exemple « Les visages sont poussiéreux ». Donc c'est une petite série de, pour l'instant ils sont arrivés au 9e épisode, où on suit l'histoire d'un soldat allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce n'est pas du Spielberg, mais je trouve qu'avec leur petit budget, c'est super bien fait. Donc voilà, je vous encourage à m'écrire des petits commentaires si vous avez des films ou des séries sur la Seconde ou la Première Guerre mondiale, du point de vue allemand. Et aussi, si vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du film À l'Ouest, rien de nouveau. Donc comme vous l'avez vu, les nazis ont détesté ce film parce qu'ils le trouvent trop moralisateur, alors que c'est la réalité des jeunes qui sont contents d'aller à la guerre et qu'après ils se rendent compte que c'est la boucherie et qu'ils se battent pour des gros industriels, des jeunes qui regrettent, etc. Donc très moralisateur, tout ce que les nazis détestent, eux, ils veulent des jeunes fiers, et la guerre c'est l'aventure, et c'est super sympa. Donc revenons à nos moutons. Le 1er janvier 1931, ouverture officielle de la maison Brune à Munich. Donc je vous avais parlé dans les vidéos précédentes qu'ils avaient acheté la maison. Après le temps de rénover et de mettre tout en ordre, ils ouvrent le 1er janvier. Donc il est dit que Hitler
a un bureau pour travailler forcément et que c'est que du tape à l'œil parce qu'il n'y est quasiment jamais. Donc il faut savoir aussi, nous allons y revenir par la suite, mais même quand Hitler sera chancelier, il ne sera quasiment jamais dans son bureau. Il est souvent à la cafette ou en train de voyager à droite à gauche, mais il est rarement dans son bureau. Il ne tient pas en place. Le 3 janvier 1931, en réaction au licenciement collectif dans les secteurs de charbon, le Parti communiste allemand fait voter la grève dans les charbonnages rhénans et dans le secteur de Recklinghausen. Le 5 janvier, le président de la Banque centrale du Reich, Aljamar Schacht, rencontre Hitler ainsi que l'industriel Fritz Thyssen pour étudier les modalités d'une participation nazie au gouvernement du Reich. Sont présents aussi lors de la réunion Göring, parce que c'est chez lui que se fait le repas, Goebbels, Röhm et Bruckner. Donc Aljamar dira de cette rencontre: début janvier, ma femme et moi avons dîné chez Göring avec sa femme, et à cette occasion Fritz Thyssen a également été invité. Il avait été prévu qu'Hitler vienne également nous parler. Bon, il parlera un peu de l'appartement de Göring et de leur repas, et il dira: après le souper, Hitler est apparu, et la conversation qui a suivi a été menée de telle sorte que, disons, 5% de celle-ci ont été versés par nous et 95% par Hitler. Ce qu'il a dit concernait des questions nationales sur lesquelles il était absolument d'accord avec nous. Aucune demande extravagante n'a été formulée, mais d'un autre côté, les nécessités nationales de l'Allemagne ont été clairement soulignées. Dans les questions sociales, Hitler a exprimé un certain nombre de bonnes idées. Il était particulièrement déterminé à éviter la lutte des classes et à éliminer les grèves et les conflits salariaux par une intervention décisive de l'État dans les relations de travail et la direction des affaires économiques. Il n'était pas demandé d'abolir l'entreprise privée, mais simplement d'influencer sa conduite. Il nous a semblé que ces idées étaient tout à fait raisonnables et acceptables. En dehors de cela, il n'a révélé pratiquement aucune connaissance dans le domaine de l'économie et de la politique financière. Bien que ce soir-là, il ne prétendait rien savoir sur ces sujets. Il a simplement demandé que nous, en tant que représentants de l'économie, comprenions ses idées et lui donnions des conseils factuels. C'était le but de cette soirée. Donc là, pour en revenir à Aljamar Schacht, donc il fera des livres après la guerre. Malheureusement, je ne les ai pas lus, mais de ce que j'ai compris, dans ces livres, il parle vraiment que le nazisme avait des idées et que cela allait dans le sens de la grandeur de l'Allemagne. Donc il s'est mis à fond dedans et que après, quand il a vu que le vent tournait, que le NSDAP commençait à faire n'importe quoi, il a tout fait pour leur mettre des bâtons dans les roues. Il finira également en camp de concentration, etc. Mais nous y reviendrons. Pour l'industriel Fritz Thyssen, il a également écrit un livre après la guerre. Celui-là, je l'ai survolé, mais j'ai vite laissé tomber parce que il est plus en mode victime. Donc en gros, il ne savait pas que les nazis c'était des méchants, et en gros il a été piégé. C'est un peu ce que j'ai compris en lisant son livre. Donc il ne donne pas d'informations vraiment intéressantes sur le NSDAP qui pourraient être utiles pour les vidéos. Donc là, une nouvelle fois, une information importante sur Hitler. Aljamar Schacht précise bien que Hitler n'y connaît rien en économie et qu'il fait appel à leur service. Donc ça, c'est Hitler. Quand il ne connaît pas les choses, il essaye de trouver la personne la plus compétente. Pour l'instant, en Allemagne, sur l'économie, c'est Aljamar Schacht. Et Hitler essaye de le ramener de son côté pour qu'il gère tout ce qui sera économie dans l'Allemagne nazie. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que si Hitler connaît un sujet, c'est un peu dur à le faire changer d'avis. Mais quand il ne connaît pas un sujet, il s'en remet aux personnes concernées. Donc, comme dit dans les vidéos précédentes, c'est en janvier également que Ernst Röhm assume les fonctions de chef de cabinet de l'ASA. Donc, il se mettra assez rapidement en relation avec le général Kurt von Schleicher, qui est, si on peut le dire, le bras droit d'Hindenburg. Et justement, ils vont commencer à parler de comment l'ASA peut s'intégrer dans l'armée pour tout ce qui est sécurité des frontières.
Donc si vous avez regardé le hors-série sur l'ASA, vous savez que les SA vont avoir pour rôle de surveiller les frontières avec l'armée contre tout ce qui est réfugiés qui essayent de pénétrer en Allemagne. Parce que, rappelons-le, l'Allemagne c'est une passoire et il y a énormément de réfugiés qui essayent d'y pénétrer. Donc le 15 janvier ou 18 janvier, j'ai les deux dates, donc peut-être qu'ils sont restés plusieurs jours, ce qui peut donner ces deux dates. Hermann Göring et sa femme Karine rendent visite en Hollande à l'ancien Kaiser William II. Donc il faut dire que les enfants du Kaiser Wilhelm sont soit dans le NSDAP ou soit des sympathisants. Donc leur rencontre a été aussi faite pour parler d'un éventuel retour au pouvoir et le Kaiser n'était pas apte à reprendre le pouvoir. Donc il semblerait que Göring et le Kaiser se sont un peu embrouillés parce que le Kaiser n'avait pas l'habitude à ce que quelqu'un n'aille pas dans son sens et Göring, lui, ne se gêne pas, ce qui fera un peu d'étincelle entre les deux hommes. Le 17 janvier, le Parti communiste lance une vaste campagne d'action populaire s'adressant au prolétariat ouvrier, au prolétariat paysan et aux classes moyennes déstabilisées par la crise. Donc la campagne porte sur la catastrophe économique et le fascisme. Le 18 janvier, Hitler s'entretient avec Kurt Freiherr von Hammerstein et Kord, le chef d'état-major de l'armée, sur des possibilités d'une entente entre l'armée et le NSDAP. Le 24 janvier, Hitler rencontre le prince Friedrich Sven von Eulenburg et il lui garantit qu'il ne démantèlera pas les grands domaines agricoles et il lui promet de mener la lutte contre le communisme jusqu'à sa destruction et son éradication totale et définitive. Et il promet également au prince de coloniser l'Europe de l'Est afin d'attribuer des exploitations aux paysans allemands qui n'en possèdent pas. Tout un programme qu'il va s'efforcer à mettre à exécution. Le 29 janvier 1931, la Société des Nations blâme les mesures de discrimination prises par la Pologne à l'encontre de la minorité allemande de Haute-Silésie. Et pour ce mois de janvier, il y a 4 887 000 chômeurs en Allemagne. Donc pour ce mois de janvier, Goebbels nous parle justement du repas chez Göring avec Aljamar Schacht et Fritz Thyssen. Donc il dira que Aljamar Schacht est surpris parce que en gros il ne s'attendait pas à ce que Hitler soit aussi vif d'esprit. Et il dira aussi que Thyssen et Schacht ont passé la soirée à se disputer sur le plan Young. Il dira que Schacht lui fait des flatteries, mais que lui se méfie de Schacht. Et en revanche, il trouve que Thyssen est très ouvert, que c'est un chef d'entreprise de la Ruhr, de la vieille cuvée. Il dit que c'est un homme imposant, que c'est un ennemi juré du marxisme et un farouche patriote. Goebbels parlera également de la rencontre entre Hitler et Hammerstein et Kord, donc le chef d'état-major de l'armée, et il dit que l'armée devrait être de leur côté et que par la suite Hitler et Schaub vont manger chez Goebbels et que Hitler parle de nouveau de Ludendorff en termes pas très élogieux. Il dira également que Hitler a parlé de Göring, donc il dit le chef veut le prendre sous sa protection. Il faut qu'il vienne à bout de son vice, il me fait une peine infinie et je me rends compte combien lui et moi sommes liés. Donc Goebbels dira également que Hitler s'inquiète pour lui, pour sa sécurité. Il dira également qu'un meeting a fini en bagarre et qu'il y a eu une centaine de blessés. Pour ce mois de février, début février, énorme agitation au Reichstag, donc les parlementaires du NSDAP font opposition à tout ce qui concerne l'État pour essayer d'avoir une dissolution du Reichstag. Donc encore une fois, s'il y a dissolution, il y aura de nouvelles élections et le NSDAP compte sur ça pour avoir plus de sièges. Entre autres, le NSDAP exige que le pays quitte la Société des Nations et le ministre des Affaires étrangères leur signifie son absolue opposition. Donc ces conflits au Reichstag durera plusieurs jours
Et le 10 février, tous les députés nazis, accompagnés de 42 députés du DNVP, donc qui sont proches du NSDAP, et 4 autres députés proches du NSDAP, quittent le Reichstag. Les communistes du Reichstag, qui sont aussi contre le gouvernement, eux organiseront une journée mondiale du chômage. Le 20 février, Röhm arrive à s'entendre avec le général von Schleicher. Donc le général von Schleicher accepte que l'ASA peut surveiller les frontières avec l'armée, mais en contrepartie, l'ASA doit être calme et ne doit plus se livrer à des actes de violence politique contre les opposants du parti. Donc encore une fois, se référer au hors-série sur la Sturmabteilung. Donc Hitler ordonne au SA de ne plus être armé et de ne plus se battre. Walter Sten n'est pas content et il demande à Goebbels l'autorisation d'écrire dans Landgrif son mécontentement et en gros une sorte de révolution contre la droite du parti. Goebbels le laisse faire en pensant pouvoir gérer la personne pour éviter de rajouter de l'huile sur le feu. Donc il se dit que si Sten écrit dans son journal, il peut gérer Sten et les révolutionnaires. En sachant que des rumeurs sur l'homosexualité de Röhm commencent déjà à apparaître et Goebbels trouve ça répugnant. Et le 26 février, Ernst Röhm réitère l'interdiction d'Hitler contre la violence dans les rues des SA et interdit en outre à tous les dirigeants SA de parler en public. Göring soutient publiquement les efforts de Röhm et dit même à Hitler qu'il faut supprimer l'ASA. Donc Walter Sten est furieux parce que justement Röhm lui interdit de prendre la parole et Goebbels est également furieux. Pour ce mois de février, Goebbels nous parle justement des députés du NSDAP qui ont quitté le Reichstag. Donc dans le journal intime de Goebbels, nous pouvons voir que c'est son idée et que tout le monde l'a accepté de le suivre, sauf Göring qui n'était pas trop d'accord sur cette idée. Goebbels nous parlera également de Magda, sa future femme, en disant « Comment es-tu devenue ma reine ? Quelle belle femme, je vais l'aimer très fort. » Il rajoutera également « Aujourd'hui, je marche comme dans un rêve. Comblé de bonheur, c'est vraiment merveilleux d'aimer une jolie femme et d'être aimé d'elle. » Il parlera également d'une visite au zoo avec son chauffeur et dira « Quel singe hideux, quel chemin parcouru depuis ces animaux originels jusqu'à l'homme nordique. Un singe ressemble exactement à un journaliste hébreu. » Il rajoutera « Et les lions et ce tigre royal, allant et venant sans répit, une image de la force entravée, pleine de morgue et d'orgueil. Nous autres êtres humains sommes des petits et des poltrons par rapport à cette créature princière. » Il parlera également que des rumeurs d'attentats circulent contre Hitler et contre lui, ce qui apportera de grandes tensions nerveuses, et Goebbels s'en reprendra à nouveau à Göring. Donc, comme je vous l'ai dit, personnalité de Goebbels, quand tout va bien, c'est son meilleur ami, et quand tout va mal, il n'hésite pas à l'insulter. Donc il dit « Göring est morphinomane. Le chef veut qu'il s'en explique. Les agissements de Göring sont les plus saugrenus et les plus insensés. Il se verrait bien tour à tour chancelier du Reich et ministre de la Défense. Bref, c'est un mélagomane caractérisé. Il faut l'envoyer faire une cure énergique. Aujourd'hui, il fait figure de bouffon. » Il dira également que Brüning parle sur Göring en disant « Cet homme n'est qu'une grosse paire de fesses ». Et Goebbels de rajouter que Göring doit se soigner et qu'il ne peut pas les représenter. Et pour fin février, Goebbels nous dit qu'il s'est déjà disputé avec Magda, mais qu'ils se sont réconciliés. Donc là aussi, ce sera une particularité du couple Goebbels, c'est des disputes à longueur de temps. Et Goebbels revient sur Sten et sur les futures embrouilles de l'ASA. Donc il dit « Visite à Sten. Nous sommes à la veille d'une nouvelle bagarre au sein de l'ASA. Röhm a signé un arrêté interne qui rogne les compétences de Sten. Et Munich continue à lui fournir des angles d'attaque magnifiques. Rohrbein, l'article 175, dont Röhm doit également faire partie. C'est répugnant.
Hitler fait quand même trop peu attention à ce genre de choses. Le parti ne doit pas devenir l'Eldorado des ressortissants de l'article 175. Je vais foncer tête baissée dans tout cela. J'écoute Sten tout en poursuivant mon idée. Sten va me rédiger un mémorandum sur ses réflexions à cet égard. Je jouerai les médiateurs. Il ne faut pas que cela dégénère en bagarre. Donc, encore une fois, vous voyez que Goebbels est plutôt du côté de Stein parce que de l'autre côté de Röhm, etc., c'est des homosexuels et Goebbels déteste ça. Et en même temps, il soutient Stein en disant qu'il essaye de limiter la casse. Pour ce mois de mars, Albert Speer adhère au NSDAP. Il est le numéro 474 481. Pour ce mois de mars également, succession d'entretiens entre Ernst Röhm et Kurt von Schleicher pour justement une collaboration entre les SA et la défense aux frontières. Et les SA auront désormais accès aux armes de la Reichswehr dans certaines conditions. Le 7 mars, Hitler s'adresse aux hommes de l'ASA. Il dit « Je suis accusé d'être trop lâche pour me battre illégalement. Je ne suis certainement pas trop lâche pour cela. Je ne suis que trop lâche pour amener les SA à faire face aux tirs de mitrailleuses. Nous avons besoin de la SA pour des choses plus importantes, à savoir pour la construction du Troisième Reich. Nous respecterons la Constitution et atteindrons toujours notre objectif. La Constitution prévoit le droit d'accéder au pouvoir. » Le 15 mars, le nombre de chômeurs atteint les 5 millions en Allemagne. Seule la moitié d'entre eux touchent des indemnités. Le 19 mars, publication d'un projet d'union douanière entre l'Autriche et l'Allemagne. La France, la Tchécoslovaquie et l'Italie protestent immédiatement. Ils déclarent haut et fort que l'union douanière est un Anschluss par la porte de derrière. L'affaire est portée devant la Cour internationale de justice de La Haye. Le 28 mars, le président Hindenburg promulgue une série de décrets de loi suspendant les libertés constitutionnelles et les libertés de la presse. Donc en gros, un décret d'urgence autorise le gouvernement à disposer de pouvoirs étendus pour lutter contre les excès politiques, y compris la fermeture de journaux critiquant le gouvernement. Hitler soupçonne qu'une interdiction de son parti est envisagée et ordonne à nouveau que l'ASA obéisse strictement à toutes les directives du gouvernement. Le 31 mars 1931, une loi est destinée à aider les agriculteurs de l'Est qui prévoit un versement de 500 millions de Reichsmark jusqu'en 1936 pour éteindre les dettes et 150 millions de Reichsmark pour stimuler le commerce. J'ai d'autres informations qui disent que cette aide tourne autour de 3 milliards de Reichsmark. Quoi qu'il en soit, cette aide profitera essentiellement aux grands propriétaires terriens et le petit monde rural de l'Est met son espoir en Hitler. Pour ce mois de mars, Goebbels nous dit qu'il a beaucoup de conversations avec Hitler, il le trouve très mou et trop enclin au compromis, mais il dit également qu'en dépit de tout, Hitler est un sacré gaillard et qu'il a du flair. Il dit également qu'il a un entretien avec Röhm. Il dit SSSA, démoralisation de la SA. Sten, il est très raisonnable. Sten a rédigé un mémoire très critique contre la nouvelle organisation de la SA. Je suis bien obligé d'être d'accord avec lui, pour l'essentiel. Röhm voit juste. Mais Hitler est difficile à détacher de la SS. Sa marotte, sa garde prétorienne. J'appuierai Sten dans les revendications justifiées de la SA. En échange, combattre avec la plus extrême rigueur tout esprit de putsch contre le parti ou contre Hitler. Il parle également qu'il fait des meetings de 40 000 personnes. Il passe également beaucoup de temps avec Magda et lorsqu'elle est chez lui, elle joue les maîtresses de maison. Goebbels dit « Une femme fabuleuse, je l'aime au-delà de toute mesure ». Goebbels nous dira également qu'un paquet contenant une charge explosive qui est destinée à lui est trouvé. Et il nous dit qu'il a interdiction de prendre la parole en Prusse. Il se rend quand même à un meeting pour parler, mais s'abstient. Il dit « La police extrêmement sévère. C'est à peine si on a le droit de tousser ». Goebbels nous parle également du décret passé par Hindenburg, et il dit que les réunions sont soumises à autorisation, et pour Goebbels et le parti, les réunions sont interdites.
Les affiches et les tracts doivent passer à la censure. Goebbels dit que c'est la loi martiale, une dictature. Et Goebbels, pour fin mars, il dit que la tension avec les SA est à son comble et que certains parleurs disent que Goebbels est à la tête de la mutinerie des SA. Goebbels dit juste que Sten a raison, qu'il est contre une révolution contre Hitler, mais qu'il a le droit de s'exprimer, d'exprimer son opposition, parce qu'il dit que la Maison Brune est dans son tort et qu'il rajoute de l'huile sur le feu. N'oublions pas que les SA ont reçu l'ordre de ne plus taper les opposants politiques, ceux qui dérangent les SA et ceux qui dérangent Goebbels, qui est grand partisan de la bastonnade. Et donc pour finir, pour la santé d'Hitler en cette année 1931, il a toujours mal au ventre, il a de nombreux spasmes gastriques et de redoutables flatulences, en sachant que les plats préférés d'Hitler sont les haricots blancs, les petits pois, les lentilles et les sucreries. Et il est dit que pour passer ses mal de ventre, il prend des cachets appelés anti-gaspilène. Donc c'est cette année 1931 aussi que Hitler devient végétarien. Donc il semblerait que c'est plus par question de santé que de bien-être animal, mais par la suite il fera passer ça pour le bien-être animal. Et il se fera faire des boulettes aux légumes, un peu comme aujourd'hui quand nous voyons les boulettes de viande aux légumes. Donc Hitler se fera faire des boulettes de légumes par ses cuisiniers. Et c'est cette année-là aussi où Hitler arrête de boire de l'alcool. Comme je vous disais, il n'est pas trop admirateur d'alcool, mais il peut boire de la bière pour des cérémonies ou pour justement à l'époque des meetings pour faire montrer aux Bavarois qu'il buvait de la bière comme eux. Mais là, il arrête toute prise d'alcool. Et pareil, il se fera confectionner par des brasseurs des bières sans alcool ou avec un taux d'alcool vraiment réduit au minimum. Donc un peu comme aujourd'hui, nos bières sans alcool. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.